ça a toujours été, tu vois, quelque chose d'important, quoi, que mon frère, il est comme ça, il se fasse facilement des amis, et donc on s'est un peu réparti le truc comme ça. Moi, je prends, brand marketing, produit, heu et un petit peu opération, enfin, sur la partie produit, et mon frère, il est plus dans, biz dev, légal, admin, quoi, on va dire. Ouais, c'est vrai que il a un profil, moi je le vois plus comme un profil tête brûlée. J'ai écouté des trucs sur lui où il te raconte des gardes à vue qu'il a fait et tout, tu dis: «Mais c'est pas possible», mais Après, tu sais, enfin, nous, on pourra en parler, on a bootstrap pendant, 6 ans. Quand on est allé l'ouvrir, le campus à Londres, mon frère, on a recruté un gars qu'on n'avait jamais vu sur Skype, pendant une demi-heure, qui s'appelle Edward Ward, qu'on adore maintenant. Il habite à mmh Porto avec sa femme, parce que sa femme c'est la elle est dans la famille qui a la maison Graham, qui est une bon bref, ils se séparaient à Porto, mh. et c'était un mec qui était génial. C'était un peu quelqu'un de très communautaire, tu vois, qui aimait vraiment, mettre les mains dans le cambouis, aller, super bon relationnel, qui est pas quelqu'un qui scale bien, ou c'est pas un manager at scale, mais c'est un mec Mmh. super pour vraiment, lancer un business. Et quand on a lancé à Londres, Sébastien et moi, on allait faire des workshops presque 2 fois par semaine. La première session qu'on a fait, il a fait 1 mois de cours, Seb, moi j'ai fait le deuxième mois. On enregistrait les vidéos en anglais tous les matins, 1 heure et demie de vidéo, c'était sur Vimeo le soir, on renchaînait le lendemain matin. Heu, on avait loué dans un coworking un peu de punk, hein, pas de punk, mais un immeuble qui était un il y avait un immeuble qui était sur le point. En fait, tu avais, 2 gars qui avaient monté une boîte qui s'appelait Ministry of Startup. Ils récupéraient ils récupéraient, des plans des immeubles qui étaient un peu en phase de transition, qui Ouais, changeaient de propriétaire, ouais. et du coup, il se passait rien, et parfois il se passait rien pendant 2 ans, dans des endroits vraiment de ouf dans Londres, en plein Shoreditch, vraiment des endroits trop stylés. Mmh. Et ils faisaient vite fait, ils mettaient des planches de bois, un petit baby-foot vite fait, et puis ils louaient ça à des startups. Mais en fait, les gars, c'était vraiment un peu des guignols, donc c'était un peu toujours le bazar. Au niveau du ménage, c'était pas toujours ça et tout. Donc, en fait, parfois, tu avais des élèves qui arrivaient, qui disaient: «C'est quoi ce...» Donc c'était vraiment, il y avait vraiment un côté, euh, notre manager de Londres nous appelait les gypsy coders, quoi. C'était un peu un côté, tu vois, très, un peu pas à l'arrache, mais on y allait, tu vois, on n'avait pas de fond, donc vraiment on faisait les choses, de façon assez authentique. Et du coup, des profils comme mon frère, ça, c'est super là-dedans, parce que c'est un peu l'aventure, quoi, finalement. Et pareil quand on a lancé à Berlin. Donc, maintenant on est très structuré, hein, comme une grosse Ouais. entreprise. On a, CMO, Head of Growth, Paid Ads, je sais pas quoi, mais c'est vrai que ça s'est développé comme un business, comme une aventure très humaine, hein, pendant 6 ans. Yes. Ah, ça serait vraiment intéressant de l'avoir aussi sur le podcast parce que lui, il a une autre, à voir, on va yes. Donc le wagon, est-ce que tu peux me pitcher le wagon de 2022? C'est quoi le wagon en 2022? Je te dis, nous maintenant, on se définit comme le leader global sur les formations immersive tech. Donc soit qui t'aide à te reconvertir, euh, dans les métiers du développement web, de la data science, de l'analyse de données. Soit en tant que, si tu es professionnel et qu'il te manque des skills pour, par exemple, faire des meilleures analyses de données ou de la meilleure automatisation quand tu es dans un poste de marketing, on a aussi ces offres de formation, de montée en compétences. Donc ça, c'est ce qui nous définit. Et ça peut être des formations qui sont soit en campus, soit en ligne, mais toujours où on t'apprend des compétences précises, où tu utilises des vrais, datasets, d'entreprise, et où il y a des profs qui t'aident en live. Donc c'est pas du online, où tu mates un truc et ensuite tu as un mentor que tu vois une fois par semaine. C'est vraiment, tu as des sessions où tu travailles et tu as de l'aide. Et ces sessions, elles peuvent être soit en présentiel, soit en ligne, selon ce que tu choisis comme format et tes préférences. C'est la même valeur? Je veux dire, quelqu'un qui a quand je regarde par exemple sur mon programme qu'on m'a donné en présentiel, j'ai des cours de yoga par exemple, C'est c'est pas la même valeur, mais en fait, dans l'éducation, c'est pour ça que c'est compliqué comme, business, c'est que tu peux pas faire un truc qui va bien à tout le monde. Parce que les gens, ils ont chacun a des envies d'apprendre a une façon d'apprendre différente, a des préférences, a des contraintes. Donc, si tu habites à Paris, que tu as 2 mois de trou, heu, il faut faire la formation à Paris en présentiel, tu vois? Moi, il y a pas de doute là-dessus. Après, il y a des gens qui maintenant préfèrent, être sur des formats en ligne à temps partiel parce qu'ils ont une activité. Par exemple, je sais pas, à Londres, on a plein d'élèves. Au début, on faisait le temps partiel, le format à temps partiel sur 6 mois, on le faisait en présentiel, sur le campus de Londres.
Mais tu avais plein d'élèves qui avaient presque 1 heure et demie de commute. Donc après le taf, ils faisaient 1 heure et demie pour aller sur le campus de Londres. En fait, les gars disaient, bah, je suis cramé, quoi. J'arrive, je fais 2 heures de session de travail le mardi soir, je rentre chez moi. Le lendemain, j'arrive au taf, je suis cuit. Et donc, tu vois, là, finalement, ce qu'ils préféraient, c'était le faire en ligne. Comme ça, ils arrivaient chez eux tranquilles. Ils avaient leur prof connecté qui les aidait dès qu'ils bloquaient. Et c'était. Donc, en fait, nous, on fait évoluer l'offre comme ça. On a toujours nos campus dans 40 villes dans le monde. Et tous nos programmes, ils sont proposés en présentiel pour les gens qui peuvent et qui veulent. Mhm. Après, on a aussi décliné cette offre un peu en ligne, notamment sur les formats de montée en compétences. Donc, on parlait de l'acquisition des 1000. Donc, on a un format, par exemple, de growth et marketing automation. On a un format euh, web analytics. Donc, tout ce qui est Google, tu vois, Google Tag Manager pour des gens qui veulent suivre ce qui se passe sur le trafic sur leur site web, pour notamment des équipes marketing. Et donc, tu vois, ça, c'est pas, je fais pas 400 heures pour changer de carrière, c'est vraiment, je fais 50 heures pour être plus efficace dans mon métier parce que je travaille dans une équipe marketing ou dans une équipe opérationnelle ou produit, par exemple. Et ben, les gens qui font ça 50 heures sur 2 mois avec ces nouveaux cours, ils préfèrent le faire en ligne, finalement. Parce que ce qu'ils viennent chercher, c'est un peu moins. Bien sûr, la communauté, c'est important, la marque, il y a plein de choses qui sont importantes. Mais finalement, la contrainte aussi de venir sur le campus, il y a des choses qui, par rapport à ce qu'ils en attendent, sont un peu différentes. Donc nous, on a adapté l'offre. Et maintenant, on a une offre qui est un peu qui convient à des personnes qui ont des envies différentes. Yes. Donc, est-ce que, dans le marché de l'emploi, est-ce que les employeurs, ils prennent ces deux élèves-là au même niveau? Est-ce que peut-être il y aurait des employeurs qui auront plus de réticence à potentiellement recruter quelqu'un qui a suivi la formation du wagon en ligne par rapport à quelqu'un qui l'a suivi en présentiel? En fait, pour moi, là, notre offre, elle évolue pas. C'est pas tellement le problème enfin, le sujet du en ligne ou en présentiel, c'est que tu as deux types de formations. Des formations de 400 heures pour vraiment des gens qui cherchent à changer de job, et Mhm. des formations de 50 heures pour des gens qui cherchent à être meilleurs dans le job avec des compétences précises. Et dans les deux, et si je prends l'exemple des formats de reconversion, donc les bootcamps de reconversion, finalement, Je c'est le même. savais pas, je pensais qu'il y avait que le format de 400 heures en ligne et en présentiel, quoi. J'avais pas ce modèle. Non, en fait, c'est ça, je te dis, c'est qu'on est en train de parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a plein d'élèves qui ensuite, font le wagon, ils changent de carrière, ils deviennent développeurs web, ils deviennent product manager, ils deviennent data analyst, Mhm. ils deviennent, je sais pas, growth marketer, par exemple. Et finalement, ils ont des besoins de monter en compétences une fois qu'ils sont en poste, Ouais. mais sur des sujets plus précis. Et donc là, on vient d'acheter une entreprise qui s'appelle Emile, qui justement nous permet, nous, de faire des formations un peu plus courtes, qui pour le coup n'ont pas besoin d'être en présentiel, donc ils sont uniquement en ligne, 2 soirs par semaine, sur 2 mois. Donc c'est vraiment 50 heures, c'est pas aussi intensif que les bootcamps, Mhm. et qui te permettent je te dis, monter en compétence sur des sujets très précis. Par exemple, je te dis, je suis dans une équipe de grosse marketing et je veux utiliser mieux SQL ou faire des dashboards automatisés sur des outils Google pour suivre la performance de mes campagnes, des choses comme ça. Donc, bah, tu auras un cours pour ça. Donc là, c'est vraiment une nouvelle verticale d'offres qu'on est en train de lancer et qui est liée à l'acquisition qu'on a faite des 1000 Mhm. pour apporter de la valeur, pas que à des gens qui changent de carrière, mais aussi à des gens, soit qui veulent un premier step et commencer à apprendre des compétences actionnables, mais qui n'ont pas encore 400 heures parce que ils sont pas encore assez matures dans leur projet, soit pour des gens qui sont en poste et qui cherchent à être meilleurs, mais vraiment sur Un segment tu vois, précis. un segment précis, ouais. Et c'est ça. Donc ça, évidemment, nous, on dit pas que tu changes de vie et de métier en 50 heures. Mhm. C'est pas la même proposition de valeur. On a vraiment ces deux propositions de valeur, les bootcamps de 400 heures pour des changements de carrière, des reconversions, et les formats de 50 heures pour commencer à s'y mettre et déjà avoir de la valeur et pouvoir implémenter des choses. Ou quand tu es en poste et que tu cherches des choses très précises, bah, pouvoir être meilleur sur des formats spécialisés. Le fait que ce soit en ligne ou pas, finalement, on s'en fout parce que c'est le même diplôme. Que tu aies fait le bootcamp, C'est je pas sais pas, écrit sur normalement, le c'est. diplôme que bootcamp le wagon en ligne ou bootcamp le wagon en présentiel. Pour moi, c'est vrai que ce qui change, c'est tu vois, encore une fois, les gens qui font, par exemple, les bootcamps à temps plein en ligne, bah, c'est des gens qui ne peuvent pas le faire en présentiel. Par exemple, on a eu
des congés maternité ou des choses comme ça, ou tu vois, c'est des, donc ça dépend un peu des formats. Sur le temps plein, et ben, c'est sûr que soit si tu es dans la même ville où il y a un wagon, et que tu as le temps, tu vas préférer le faire en présentiel et voir les gens. C'est normal. Enfin, ça, je pense que c'est à peu près tout le monde. En revanche, si tu as des contraintes, tu vas préférer en ligne. Et sur les formats temps partiel, je t'ai dit, ça dépend. Parce que parfois, ça peut être une contrainte de venir sur le campus en soirée dans la semaine. Mhm. Donc en fait, ça dépend. Ça s'adapte vraiment selon toi. Qu'est-ce que tu préfères, quoi. Et on peut te proposer les deux, mais le diplôme, à la fin, c'est le même. C'est le titre RNCP niveau 6, développeur web du wagon, tu vois. Yes. Et ça a la même valeur auprès d'un employeur quand tu vas le voir, quoi. Yes. Euh, Peut-être tu as déjà répondu à la question au début de notre conversation concernant le langage, mais pourquoi cette fixette pour Ruby? Est-ce que Ruby, pour quelqu'un qui commence, je sais pas, c'est le langage qui te donne les appuis nécessaires pour aborder n'importe quel type de langage? Je l'ai vu aussi pendant le test. Et pour quelqu'un comme moi, même si j'ai plus ou moins un ordre d'idée pour moi, je comprenais pas pourquoi en fait juste Ruby. Même, je sais qu'il y a d'autres choses, hein, il y a aussi JavaScript, mais Ouais. il y a une insistance sur Ruby. Et puis j'aimerais savoir derrière, est-ce que c'est stratégique? Ouais. C'est vraiment pour. Il y a deux choses. Il y a une vraie raison pédagogique. Là, j'en parlais aussi avec Olivier, le directeur pédagogique de 42, et on partageait vraiment cette idée qu'en fait, il faut choisir les meilleurs langages pour l'apprentissage des concepts, et ce qui compte, c'est les concepts, c'est pas les langages. Un développeur, Seb, mon CTO, avant de faire du Ruby, il faisait du PHP. Et en fait, il s'est mis à faire du Ruby, il a préféré Ruby, et après, il est devenu développeur Ruby. Mais tu demandes à des développeurs, des développeurs qui font ça depuis 10 ans, ils ont vu plein de langages différents dans leur carrière. Donc, finalement, c'est pas une question de langage, c'est une question d'avoir les bons concepts. Et si tu penses vraiment que ça, c'est un principe important, bah, Ruby, en termes de syntaxe, c'est très agréable. Et donc, pour apprendre pour un débutant, pour moi, c'est le meilleur langage d'apprentissage parce qu'il n'y a pas trop de points-virgules, de parenthèses. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Et en fait, c'est con, mais tu écris d'une façon qui est beaucoup plus proche que comment tu écris en français. Tu vois, on a même plein de profils littéraires qui tombent un peu amoureux de Ruby pendant la formation. Parce qu'à un moment, alors, je vais pas te mentir, les 2 premières semaines, elles sont hardcore, mais quand ils ont compris un peu le truc et qu'ils commencent à être un peu à l'aise avec Ruby, ils découvrent qu'en fait, ils arrivent à écrire ça un peu comme tu écris un texte, quoi. Et il y a un côté, du coup, très agréable. Et si tu regardes, donc, celui qui a inventé Ruby, Matsumoto, c'est un japonais. Dans les principes, quand tu développes un langage en informatique, tu dis, bah, c'est quoi mes grands principes qui vont guider le design de ce Qui a langage-là? inventé le C'est principe, mais pas le langage. Le langage, je crois, c'est si, un Hollandais ou un Danois, si je me trompe pas. non, ça c'est Rails, hein. C'est David Heinemeier Non, Hansson. Mais c'est le framework qui utilise Ruby, mais Ruby, c'est un japonais. ah, d'accord. Euh, et Rails, qui est le framework web qui utilise Ruby, ça c'est DHH, Ah, qui est d'accord. un cofondateur de Basecamp. Ok. Et donc et un des gros principes fondateurs du langage Ruby, c'était developer happiness. Donc c'est comment, tu vois, c'est comment on invente un langage de programmation dont un des piliers, quand je le dis, quand je le conçois, c'est le bonheur du développeur. Donc tu vois, c'est très deep, quoi. Ça vient vraiment de la conception du langage. Et du coup, d'un point de vue pédagogique, c'est génial parce que bah, tu apprends avec quelque chose qui est agréable, hein. Et c'est très important, ça, parce qu'en fait, le code, on va pas se mentir, hein, même si c'est hype, maintenant c'est à la mode, c'est, tu vois, c'est le geek et le nouveau Golden Boy, hein, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même un peu Ah, c'est- violent, quoi, cette ouais. histoire. Et du coup, bah, le fait d'être sur un langage qui est agréable, bah, ça enlève vachement de friction dans l'apprentissage qui est quand même super difficile, hein, du code au début. Donc il y a cette raison-là, c'est que